Bonjour et bienvenue sur Frequenz. Nous sommes aujourd'hui le 20 novembre et comme vous le savez peut-être, c'est le TDOR, ce qui veut dire Transgenre Day of Remembrance. Et donc nous sommes en présence de la 5e parallèle qui va nous parler de cet événement. Donc je remercie Clément, Lucie et Duncan pour être venus nous parler de cet événement. Question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que le TDOR ? Donc le TDOR, c'est le jour de commémoration des personnes trans et qui ont été victimes de violences transphobes et en particulier celles qui ont été tuées. Donc cette année, on est en 2018 et c'est donc la 20e édition de cette journée. Donc ça a été fondé par Gwendolyn Ann Smith en 1999 pour commémorer l'assassinat un an avant, donc le 28 novembre 1998, d'une activiste trans, Rita Ester, qui vivait à Boston et qui militait localement à Boston pour les devoirs des personnes trans, et qui a été poignardée donc 20 fois à son domicile, et qui est décédée. Et voilà, donc le 20 novembre 1999, Ann Smith tient Gwendolyn Ann Smith, tient une veillée aux chandelles et commémorative de Rita Ester et des autres personnes trans qui ont été tuées. Alors c'est un peu choquant ce que vous me dites là, parce que ça veut dire que quelqu'un qui a fait de mal a été tué, assassiné, et donc est-ce qu'il y a vraiment autant de violence ou est-ce que c'était un événement isolé ? C'est pas un événement isolé, la transphobie est quelque chose de malheureusement assez généralisé. Par exemple, cette année, donc du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, on a recensé 369 meurtres à caractère transphobe, et ce qui est déjà une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. Et en sachant qu'on peut coupler ces meurtres liés à la transphobie au sexisme, au racisme ou à la xénophobie. Par exemple, aux États-Unis, donc c'est d'après des statistiques qui datent de 2011, je crois cela, on recense aux États-Unis 85% des victimes donc, de ces violences-là sont des femmes non blanches. Et en France, c'est 65% migrantes. Et on peut aussi rattacher ça à la putophobie et à toutes les violences à l'encontre des travailleurs du sexe, donc TDS, où il y a 62% de ces violences sont liées à ça. De plus, par exemple, sur l'année écoulée, en France, il y a eu deux meurtres de femmes trans recensées. Donc il y a eu Flavia Louise le 27 décembre 2016, à ce moment-là. Oui, parce que c'est compté du 20 novembre au 20 novembre. Et Vanessa Campos, qui pour le coup a été plus médiatisée, c'était en août de l'année dernière. Et donc c'est une travailleuse du sexe au Bois de Boulogne qui a été attaquée par plusieurs hommes et qui a été abattue avec une arme de policier volée. Donc on voit que c'est des violences qui sont généralisées et ça se voit à l'international et la France n'est pas épargnée par ça. J'imagine que là vous nous donnez des chiffres pour les pays occidentaux. J'imagine que dans certains pays... C'est les chiffres qui viennent des organisateurs et organisatrices du TDOR. Et donc eux, ils et elles se donnent pour tâche, bien sûr, de rassembler un maximum de chiffres à l'échelle internationale. Donc là, le chiffre, par exemple, de 369 meurtres à caractère transphobe, c'est les données qu'ils et elles ont pu collecter à l'échelle mondiale. Mais a priori, il y en a plus, du coup. Parce que ça paraît difficile. Bien sûr, il y en a plus, et c'est très dur de quantifier la population transgenre. Dans certains pays, on a très peu de données dessus. Ouais. Mettons par exemple, c'est un peu ça, mais en Tchétchénie, déjà que les homosexuels, d'après le gouvernement, on a 0, donc des personnes trans, il y en a peut-être un nombre négatif. Donc, mais du coup, oui, c'est des chiffres qui sont à l'échelle mondiale. Là, sur les 369 personnes tuées cette année, il y en avait les 3/4 en cumulé qui sont entre le Brésil, les États-Unis, le Mexique et la Bolivie. Du coup, depuis tout à l'heure, on parle de transgenre, mais qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, bon, la définition d'une personne transgenre, c'est tout simplement une personne qui ne se reconnaît pas dans l'assignation de genre, de sexe qu'on lui a donné à la naissance. Donc, par exemple, une personne pour laquelle les médecins, en se basant sur les caractéristiques corporelles qu'ils ont pu voir, ont décidé d'assigner au sexe masculin, mais qui en fait ne se reconnaissent pas dans cette assignation-là, et qui s'engagent dans un processus social et ou médical et surtout personnel d'identification à notre identité de genre. Donc, ça peut être celle qui est à l'autre spectre de ce qu'on peut imaginer d'un côté homme, de l'autre côté femme, et des choses entre, ou en dehors de ce spectre-là. Voilà, il peut y avoir des personnes non binaires qui ne se reconnaissent pas du tout dans les identités de genre masculin, féminin, des personnes de genre, etc. Bon, donc c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans l'assignation de genre qu'on lui a donnée à sa naissance. Oui, alors après, il y a une différence qu'il faut faire dans les erreurs communément faites, on va dire. Donc, premièrement, il ne faut pas confondre ça avec le travestissement. Donc, le travestissement, c'est une personne qui, indépendamment de son identité de genre, va porter des vêtements et va avoir une expression vestimentaire et d'apparence qui s'apparente à l'autre, à un autre genre. Et donc c'est quelque chose qui est fait de manière occasionnelle mais qui ne reflète pas l'identité de genre de cette personne qui est ce que définissait Lucie. Donc ça c'est le travestissement. Ça a aussi rien à voir avec l'orientation ni romantique ni sexuelle. Une personne peut être homo, bi, hétéro aussi, trans, etc. Une personne peut être homo, lesbienne, bi ou tout ce qui existe d'autre. Indépendamment de son identité de genre et indépendamment du fait qu'elle soit cisgenre, soit transgenre. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que, en partie... Ça veut dire quoi, cisgenre? Cisgenre, c'est l'inverse de transgenre, ouais. On l'a pas défini. C'est une personne qui n'est pas trans, donc une personne qui se reconnaît dans le genre du sexe qu'on lui a assigné à la naissance est une personne cisgenre. Donc si vous ne connaissez pas ce que ça veut dire cisgenre, vous l'êtes probablement. Et voilà. Et donc oui, je disais, ça n'a aucun rapport avec ni orientation sexuelle, ni orientation romantique, et c'est d'ailleurs pour ça en partie que le terme transsexuel a été abandonné. Parce que du coup, transsexuel, c'est la même racine que par exemple homosexuel, et ça ne traduit pas du tout les mêmes choses. Il y en a une qui est sur le plan de l'orientation et l'autre sur le plan de l'identité. En fait, je comprends pas bien ce qu'on appelle un genre. Il y a deux choses. Déjà, genre, c'est un terme importé des recherches en sciences sociales, en philosophie en fait, surtout aux États-Unis, et qui est arrivé assez tardivement finalement en France. Donc, aux États-Unis, c'était déjà un concept qui était utilisé dans les études, alors qu'en France, on avait trouvé en fait d'autres formules, il y avait des périphrases qui étaient utilisées par les sociologues. Finalement, aujourd'hui, à peu près tout le monde utilise genre au niveau des débats internes de sociologues. Donc le genre, c'est à la fois un système social d'organisation de nos sociétés, dans nos sociétés, et qu'il y a deux genres qui sont reconnus, avec un genre qui est supposé supérieur, second, etc. C'est pas très clair. Et c'est en même temps la manière dont les gens s'identifient dans les rôles qu'ils ont envie d'avoir dans la société, dans le cadre du coup de ce système à deux genres, mais que du coup on peut soit être dans ce système, soit aussi performer des genres différents de ça, ou en France, briser l'association qu'on pensait qu'il devait y avoir entre son genre et les caractéristiques sexuelles qu'on possède. Ça c'est le genre, c'est extrêmement stéréotypé, non? Enfin, je veux dire, comment tu dis que t'es genre masculin, du genre féminin? Alors oui, en général, même moi je serais la première personne à dire oui, dans la rue quand on croise des gens, on est quand même 90% du temps capable de dire là je vois un homme, là je vois une femme. Donc ça organise vraiment quand même notre manière de voir le monde. Genre. On voit juste des attributs sexuels en fait. Je veux dire, on voit quelqu'un qui a des seins, on dit c'est une femme. Mais je vois pas en quoi ça définit un genre. Là on parle de quelque chose de biologique. Pas de... Non, alors le genre c'est pas quelque chose de biologique. Oui, mais justement, quand on voit quelqu'un dans la rue, on se dit c'est une femme, c'est un homme. Parce que notre système de genre dans nos sociétés occidentales associe les genres à des attributs sexuels. Donc si on est de genre masculin, forcément il faut qu'on ait un pénis, de la barbe, qu'on soit en moyenne plus long que les femmes, et voilà, plein de caractéristiques similaires pour les femmes, mais il n'y a pas que des trucs biologiques, ça va être
Si on voit un homme, on suppose que lui, il va pas mettre une robe, il portera plutôt des baskets que des chaussures à talons. Enfin voilà, un ensemble d'attributs qui sont corporels mais pas que, etc. Le sexe, c'est un autre degré de penser tout ça. Donc là, ça se pose plutôt vraiment sur les corps. Mais en fait, dans nos sociétés aussi, on le pense de manière très binaire, mais ça n'a pas toujours été le cas, et c'est pas le cas dans toutes les sociétés. Où donc pour nous, il existerait deux sexes, les hommes et les femmes, où en fait, du coup, on sexue des corps entiers à partir de quelques attributs qui sont effectivement en fait associés à des éléments génétiques qui sont dans la reproduction sexuée. Donc, par exemple, oui, effectivement, il y a plus de chances que ce soit des hommes qui aient de la barbe, parce que en fait, la production de pilosité faciale, c'est lié à la possession d'un chromosome Y qui fait découler plusieurs éléments. Mais en fait, c'est assez bête de considérer que le corps entier est sexué, puisqu'en fait, on a plein d'autres caractéristiques qui n'ont rien à voir avec ça, la couleur de nos yeux. C'est pas un truc qui est lié au fait d'avoir tel chromosome ou tel autre. Et surtout, c'est simplifier le biologique que de dire qu'il n'existe que deux sexes, puisqu'en fait, ça c'est les deux cas typiques qui apparaissent le plus souvent. Mais en fait, il y a des gens qui peuvent avoir des variations au sein de tout ça, puisque finalement le sexe c'est un ensemble d'éléments, c'est la génétique, c'est la production hormonale, c'est... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les organes génitaux. Les organes génitaux. Les organes même en soi génitaux. sont pas binaires. Exactement. Donc c'est un ensemble d'éléments qui sont souvent, oui, interconnectés les uns avec les autres. En principe, quand tout est aligné, oui, c'est le fait d'avoir deux chromosomes X qui fait que tu vas développer ça, puis ça, puis ça. Mais en fait, il y a tellement de... C'est une chaîne avec tellement d'éléments que, bah oui, il peut y avoir des variations à tous les endroits de cette chaîne. Qui font que, bah oui, il existe des personnes qui ne rentrent pas exactement là-dedans. Et en fait, même pour penser pour des personnes qui seraient cisgenres et diadiques, donc qui n'ont pas des personnes intersexes, donc des personnes qui rentrent dans ce schéma. Je sais pas, la taille des seins des femmes, elles sont pas toutes la même taille de seins, et des fois, oui, les femmes n'ont quasiment pas de poitrine. Et enfin bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que oui, le sexe aussi, on le pense de manière binaire dans nos sociétés, tout comme le genre qui est plutôt comment on a transposé le sexe en disant, ah, ben voilà, si on a ces attributs-là sexuels, alors il faut qu'on ait ces comportements-là et ces rôles-là de genre dans la société. Mais en fait, tout ça n'est pas forcément aligné et c'est simplifier la réalité biologique et sociale que tout de même dans ces deux cases de ça. Et comment ça se traduit au quotidien? Parce que là, vous nous donnez des définitions, mais dans la vie de tous les jours, que se passe-t-il? Au quotidien, c'est quelque chose qui peut être assez difficile à vivre, notamment au fait que la plupart des gens ne sont pas très informés sur la question. Et donc, ça peut être tout simplement des questions intrusives sur ses parties génitales, ou tout simplement sur sa vie. Par exemple, on ne va pas demander à quelqu'un d'hétéro, ou à quelqu'un de décrire ses parties génitales. Et pourtant, beaucoup de personnes pensent que poser ces questions-là à quelqu'un de trans est quelque chose de normal, une sorte de curiosité, mais c'est quelque chose de très personnel. Et on parle souvent on parle de dysphorie de genre, c'est-à-dire que quelqu'un de transgenre peut souffrir de dysphorie qui est construit à l'inverse de l'euphorie. C'est un mal-être lié à sa transidentité, du fait que c'est pas accepté par les gens autour de lui, notamment personnes trans souffrent très souvent d'abandon familial parce que c'est quelque chose au sein de la famille qui n'est pas forcément très accepté. Et donc c'est une population qui est sujet à beaucoup de risques à cause de ces phénomènes-là. 41% des personnes trans, donc c'est une statistique aux États-Unis, ont déjà fait une tentative de suicide. Donc c'est donc j'espère pas dire de bêtises, mais donc la dysphorie de genre est elle considérée comme une maladie, mais la transidentité non. C'est-à-dire que la dysphorie peut être une conséquence d'un problème lié à la transidentité. D'autre part, les personnes transgenres sont confrontées à beaucoup de discriminations, donc des discriminations à l'emploi. 74% des trans ont été confrontés à ça. C'est très difficile d'obtenir un emploi, notamment lié au problème de la complexité de changer son état civil. C'est-à-dire que d'un point de vue légal, la personne va être considérée comme va être toujours considérée comme
genre assigné à la naissance. Et bah, par exemple, quand on voit un CV et qu'après l'employeur voit l'état civil, ça peut créer un certain nombre de problèmes. C'est la même chose avec le logement, l'accès aux soins, ou même dans la vie de tous les jours, donc dans des commerces ou par exemple aller à la piscine, dans une salle de sport, où là c'est encore plus frappant parce que dans ces environnements-là, liés au sport, à la piscine, la place du corps on ne peut pas cacher son corps, et c'est des lieux où les personnes trans vont être particulièrement jugées et soumises à une pression environnante, parce que les gens sont un peu inconnus à ça et souvent vont assez mal réagir et ne pas bien se comporter tout simplement. Et pour revenir juste sur l'exemple du travail, vous avez parlé de problèmes, est-ce que c'est des problèmes liés à la discrimination tout simplement, ou pour établir le contrat de travail, ou je ne sais pas. Alors justement c'est les deux, c'est-à-dire que déjà il y a la phase d'embauche, d'entretien tout simplement, où là ça va être des discriminations un peu au même titre que ce que pourraient subir d'autres minorités. Mais en plus il y a aussi une dimension de discrimination administrative. Dans un certain nombre de pays occidentaux, il y a eu des lois qui ont été passées pour essayer de faciliter ce genre de choses, et encore, on reviendra dessus probablement, mais c'est pas encore ça. Mais dans beaucoup de pays, la transidentité est soit juste pas reconnue, soit pas du tout cadrée, ce qui fait que, pas du tout encadré, ce qui fait que ça va donner des difficultés en plus pour ces personnes. Et pour le cas particulier de la transphobie au travail, il y a aussi, Clément parlait du fait de la difficulté d'avoir un emploi quand on est trans. Il y a aussi le schéma qui se passe dans l'autre sens. C'est une personne qui a un emploi et qui révèle être trans et qui subit du coup par la suite du harcèlement, soit administratif, soit de la part de ses collègues, et ça arrive malheureusement très souvent que des gens soient licenciés après avoir révélé leur transidentité. Et il n'y a pas des recours en justice qui doivent être faits? Il y a des recours en justice, mais c'est très difficile, c'est forcément très éprouvant émotionnellement. Et est-ce que c'est ça arrive efficace? bien sûr des employés qui traînent leur ex-employeur au prud'homme Il y pour a licencier. une seule condamnation au prud'homme. J'ai ajouté quelque chose sur la question de la dysphorie, que ne ressentent pas toutes les personnes trans non plus, mais je pense quand même une majorité, et qui prend deux formes, et où effectivement je suis d'accord avec toi que c'est sous le terme de dysphorie de genre que la transidentité est maintenant dans les manuels internationaux de médecine psychiatrique, mais eux ne la pensent qu'en termes de dysphorie corporelle, donc le sous-entendu de la personne trans forcément est née dans le mauvais corps, du coup se sent mal dans son corps, etc. Donc a envie de changer ses caractéristiques corporelles, ce qui existe pour beaucoup de personnes trans, mais n'est pas le cas de tout le monde, et n'a pas forcément envie de changer toutes ces caractéristiques corporelles non plus. Et du coup, l'autre forme de dysphorie qui était peut-être plus celui qui nous intéressait là, à propos de la violence que subissent les personnes trans au quotidien, qui est de la dysphorie sociale liée au fait que le reste de la société ne reconnaît pas dans le genre dans lequel on s'identifie, et qui du coup renvoie constamment les personnes trans à leur genre assigné à la naissance, qui est forcément un peu violent, c'est pas qu'il est aussi scientifique. Oui. Je pense, une chose qu'on n'a pas forcément dit qui est importante, c'est que sous le terme de trans, ça ne désigne que les personnes ça désigne les personnes qui ne sont pas en accord avec leur genre assigné, mais c'est pas du tout pour ça que ces personnes vont avoir un traitement, que ce soit hormonal ou chirurgical. Et souvent, l'amalgame qui est fait, qui est lié aux questions intimes, c'est souvent les gens pensent que les trans ont forcément eu une opération ou ont forcément un genre hormonal, et ça c'est pas vrai, c'est propre à chacun. Chaque personne peut décider ou non de traiter son corps ou pas, et c'est pas pour ça qu'on est trans ou pas, c'est quelque chose qui est vraiment propre à la personne et son propre ressenti. Vous nous parlez beaucoup de prise en charge médicale pour des traitements, etc. Est-ce qu'il y a des associations spécifiques dédiées à ça? Alors, actuellement, on parle par exemple de la France. En France, il y a la SOFECT, qui est la Société française d'études et de prise en charge de la transidentité, qui est l'organisme incontournable pour quelqu'un qui souhaite soit changer son état civil, soit faire un certain nombre de démarches. Sauf qu'il y a un certain nombre de problèmes, d'écarts entre
la réalité la réalité des personnes, de la transidentité et cet organisme. Il y a un réel décalage sur ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'elle va globalement, le fait considère encore la transidentité comme une maladie, alors que ce n'est pas une, c'est la dysphorie de genre qui en est une. Transidentité est une caractéristique. Notamment, la SOFEC ne facilite pas du tout l'accès, que ce soit aux soins ou sur des questions administratives aux personnes trans. C'est des démarches qui sont extrêmement coûteuses, que ce soit d'une part d'un point de vue purement matériel, c'est des démarches coûteuses, mais aussi émotionnellement, c'est-à-dire que par exemple dans une démarche de transition, donc M2F, Make to Female or FTM, dans le sens, les nécessaires, la SOFEC demande une semaine comment ça s'appelle le terme? C'est expérience de vie réelle. C'est pas une semaine. Ah, 2 semaines? 2 ans. Ah, c'est 2 Non, ans? je crois que c'est 1 an, peut-être 1 an. Mais oui, oui, non, c'est pas. D'accord, ok, d'accord. Donc c'est 1 ou 2 ans d'expérience de vie réelle, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et donc c'est les psys de la SOFEC qui vont demander à une personne trans, pour entre guillemets prouver que tu es trans, de vivre pendant 1 an avec le genre qu'on t'a assigné. Non, alors non, en fait c'est l'inverse. C'est pour que tu aies accès aux traitements médicaux que tu demandes. Parce qu'en général, les personnes trans, parce que la SOFEC, ça rassemble des médecins. Et donc en général, si on veut faire une transition médicale, soit des opérations, soit des prises d'hormones, la première personne qu'on voit à la SOFEC, c'est un psychiatre, qui déjà va te balader pendant pas mal de séances, te triturer de pourquoi t'es trans et machin, et l'associer à plein de trucs qui n'ont rien à voir, du genre est-ce que tu jouais avec des Barbie ou des petites voitures quand t'étais gamin. On est à ce niveau-là quand même. Et qui demande donc cette histoire d'expérience de vie réelle qui est le prérequis pour pouvoir accéder ensuite aux hormones. Donc on te laisse pas du tout du coup avoir accès à la manière dont tu as envie en fait que ton corps soit et de la manière dont tu as envie de te l'approprier. Et pour avoir accès à ça, on te demande pendant 1 an, donc du coup avec ce qu'on appelle le passing chez les personnes, en fait ça marche pas tout le passing, mais pour les personnes trans c'est la capacité à finalement passer un peu comme invisible dans la société, dans le genre qu'on cherche. Donc du coup, ces personnes-là, vu qu'elles ont accès à aucun traitement hormonal, aucune chirurgie, alors que c'est ce qu'elles demandent, leur passing en général n'est pas très bon. Par exemple, une femme trans qui n'a pas accès à tout ça, elle va socialement, va souvent être encore perçue comme un homme ou comme un homme qui se travestit et en fait se manger encore 3 fois plus de violence que si elle avait au moins accès déjà à un minimum de bien-être pour elle-même, avec les thérapies, les traitements hormono-chirurgicaux. Et donc la SOFEC demande cette expérience de vie réelle pendant 1 an, de vivre dans toutes les sphères de sa vie, donc la famille, le travail, etc., dans le genre qu'on recherche. Et si on réussit ça, peut-être qu'on vous autorisera à prendre des hormones et à la chirurgie. Si vous ne réussissez pas, non, vous n'êtes pas vraiment trans. Donc voilà, donc c'est juste exposer les personnes trans à encore plus de violence. Mais la SOFEC a été fondée par qui? Alors, l'histoire de la prise en charge médicale des personnes trans en France est un peu compliquée, parce que contrairement au monde anglo-saxon, où il y a une histoire de la prise en charge des personnes trans et des personnes intersexes, ça s'est fait un peu ensemble, où il y avait des médecins certains qui ont été pionniers avant la Seconde Guerre mondiale et dans les années 40-50, à proposer en fait l'accès à des traitements hormono-chirurgicaux. Bon, je vous épargne les pour et les contre, parce qu'évidemment l'histoire est plus compliquée que ça. Alors qu'en France, le poids de la psychanalyse a freiné très très fortement juste de donner l'accès à des traitements comme ça aux personnes trans, en fait juste en disant que ces personnes étaient folles. Ça règle beaucoup de problèmes. Du coup, il a fallu beaucoup de temps avant que des médecins finissent en France par dire ok, on peut peut-être faire quelque chose. Et c'est à partir des années 80, au moment où en fait la prise en charge se libéralisait aux États-Unis et où justement il y avait plus juste quelques spécialistes qui s'étaient appropriés de la pratique qu'ils faisaient, mais où c'était que les personnes puissent aller voir le médecin que ces personnes choisissaient, d'être libre du choix de médecin, avec un des droits fondamentaux également. À l'inverse, en France, du coup, il y a eu
le phénomène inverse de dire ok, on va faire de la prise en charge, mais à nos conditions. Donc on va mettre en place une équipe spéciale chargée de ça, qui sera spécialiste du sujet, la seule habilité à prendre en charge les personnes trans, etc. Et donc c'est comme ça que la SOFECT en fait s'est créée. Après, depuis, parce que de fait en France aussi on a le droit d'aller voir le médecin qu'on souhaite. Depuis, il y a eu une libéralisation aussi de la pratique, et moi, à titre personnel, je suis clairement pas allé à la SOFECT, je préfère me flinguer qu'aller les voir. Mais ce qui est compliqué, c'est que du coup, comme eux s'auto-désignent spécialistes, on trouve assez peu d'autres qui se penchent sur le sujet, et surtout qui s'y penchent en étant compétents. Donc voilà, sur Paris, il y a 2 psychiatres qu'on peut aller voir pour avoir une attestation et qui ne font pas chier pendant 10 ans pour nous faire l'attestation. Donc, c'est quand même assez compliqué. Et voilà, il y a toujours en France aussi ce truc qui existe aussi en fait aux États-Unis il faut d'abord une attestation psychiatrique qui valide que oui, vous êtes bien trans, et non, vous n'avez pas d'autres troubles qui pourraient empêcher la prise en charge de votre transidentité. Donc typiquement, c'est hyper mal vu d'être trans et d'avoir des troubles du comportement. Tout genre de choses, c'est ah mais non, mais en fait du coup vos problèmes ils viennent pas de votre transidentité, ils viennent de ça. Voilà, et donc voilà, il faut d'abord cette attestation pour ensuite pouvoir aller voir des spécialistes, soit pour les chirurgies, soit pour l'endocrinologue, pour les hormonothérapeutes. Mais alors, comment un psychiatre certifie qu'on est transgenre? Enfin, ça paraît difficile de... On est d'accord, c'est pour ça que c'est complètement stupide de demander ça. Souvent les gens qui vont à la SOFECT, et il y en a qui sont tout à fait conscients que c'est merdique, mais s'il n'y a rien d'autre autour de soi, on y va. Et qui juste jouent le jeu de la SOFECT, de dire ok, je vais y aller, et ils ont envie que je leur raconte un cliché sur c'est quoi ma masculinité. Ok, je vais aller et leur raconter n'importe quoi sur ma masculinité, parce qu'il n'y a que ça qui passe chez eux. Ok. Est-ce qu'il y a des associations ou autres qui aident vraiment les transgenres? Ouais, alors du coup les premières associations qui se sont créées, c'était en réaction justement à la SOFECT et à la prise en charge médicale. De dire en fait c'est nos corps, c'est nous qui décidons, et non, on n'est pas fou, parce qu'en plus à l'époque où ça a été créé, la transidentité, voire même l'homosexualité était encore dans tous les manuels de psychiatrie considérés comme des maladies mentales. Donc déjà le premier truc ça a été de dire ça, on n'est pas des gens fous, vous allez nous sortir de tous ces manuels. Et de dire en fait si on a envie et qu'on ressent le besoin de passer par des chirurgies ou des prises d'hormones, en fait c'est à nous de décider, c'est pas au médecin de décréter sur la base d'une évaluation psychiatrique bidon si on y a droit ou pas. Donc les premières associations se sont créées là-dessus, et aujourd'hui il y en a quand même pas mal en France qui sont rassemblées quasiment toutes dans la fédération trans qui a son siège à Paris. Je sais pas, à titre d'exemple, à Paris, il y a 2 grosses associations, Accept ST, qui en plus a tout un pan qui a été créé, je sais pas si c'était à la création, mais en tout cas il y a beaucoup de personnes migrantes dans Accept ST, et des travailleuses du sexe ou d'anciennes travailleuses du sexe. Donc sur Accept ST, il y a aussi tout un pan sur l'accueil des migrants trans, etc. Et il y a notre association avec un peu plus de jeunes, je pense, c'est là, qui s'appelle Ad Trans, et qui fait des permanences mensuelles aussi sur Paris pour les personnes trans. Alors il y a un truc que je comprends pas bien. Si en France on a des problèmes à vraiment aider les transgenres, pourquoi il y aurait beaucoup de migrants, enfin je sais pas si beaucoup, mais pourquoi il y aurait des migrants qui viendraient en France, des migrants transgenres qui viendraient en France plutôt que dans un pays anglo-saxon où ça a l'air d'être un peu plus relax? Alors ça je pense que c'est parce qu'il y a 2 logiques qui s'affrontent. La logique de la migration, genre migrer aux États-Unis c'est quand même compliqué, surtout quand on arrive à l'Amérique du Sud. Maintenant. Et le fait d'être trans, mais du coup je pense pas que le choix de la France, je pense pas que ce soit parce que ça sera un pays trans-friendly, je sais pas quoi. C'est à mon avis plutôt parce que c'est un pays où c'est peut-être plus facile de migrer que dans d'autres pays, parce qu'il y a des réseaux qui se sont créés aussi avec les premières personnes qui ont immigré, et du coup les personnes qui partent de leur pays se disent là je sais qu'il y a un réseau auquel je vais pouvoir me rattacher en arrivant. Et puis parce qu'en France, il y a la sécurité sociale, et que beaucoup de personnes trans, surtout d'Amérique du Sud, surtout les personnes qui sont travailleuses du sexe, ont le VIH, et savent qu'en venant en France, vont pouvoir avoir accès à l'aide médicale gratuite d'État, et donc un suivi de leur maladie. Du coup, on a évoqué rapidement les États-Unis, c'est-à-dire que d'un point de vue historique,
les États-Unis ont un statut presque pionnier sur ces questions de transidentité. Mais d'un point de vue politique, les choses changent pas mal, changent assez vite. Et notamment, il y a eu, déjà sous Obama, il y a eu un certain nombre de lois qui ont été passées pour faciliter la vie aux personnes trans. Et notre cher Trump, Trump est revenu sur un certain nombre de ses décisions. Un rapide historique, normalement, donc, avant Obama, enfin la loi qui a été passée par Obama, déjà, d'abord, l'armée aux États-Unis est le premier employeur de personnes trans. Parce que déjà, les trans, comme on l'a dit, beaucoup quand même pour finir des emplois. Et l'armée aux États-Unis était un moyen d'en avoir un. Et avant Obama, il était interdit, pour les militaires de divulguer leur orientation sexuelle. Donc en théorie, quelqu'un d'hétérosexuel dans l'armée qui disait qu'il était hétérosexuel aurait dû se faire virer. Mais bon. Et donc c'était particulièrement difficile pour des personnes trans, c'est-à-dire qu'elles devaient complètement cacher leur transidentité. Ça pose un certain nombre de problèmes, mais bon, voilà. Et pourquoi elles avaient à cacher leur identité si c'est pas lié à l'orientation sexuelle? C'est un long débat là-dessus, je suis d'accord. Je suis peut-être un peu mal expliqué, mais en gros, du point de vue de l'administration militaire américaine, la transidentité était considérée comme plutôt une orientation sexuelle, ou en tout cas de ce point de vue-là. Okay. Enfin, c'est pas forcément très clair dans les textes. Mais donc voilà, donc les personnes trans ne disaient pas qu'elles étaient trans. Et sous Obama, cette règle a été abrogée. Donc évidemment, elle s'adresse aussi aux personnes homosexuelles, bisexuelles, voilà, qui ont pu dévoiler leur sexualité et leur identité de genre du coup. Et Trump est revenu sur cette décision, donc par tweet, c'est pas drôle. En expliquant que après, j'ai pas de tweet sous les yeux, mais de mémoire, c'était après consultation de mes généraux, il a été décidé que là, ça visait particulièrement les personnes trans, donc ça peut carrément être un peu comme la transphobie directe, qui était que il n'était pas possible d'avoir des trans dans l'armée parce que, je simplifie un peu, mais il faut lire le tweet exact, mais c'est que ça engendrait des coûts et des démarches spécifiques trop compliquées pour l'armée pour être efficace. Donc ça a été annoncé, je sais plus, il a fait ça il y a peut-être 3 mois, donc en action, en pratique, il ne s'est toujours rien passé. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui a été publié il y a quelques mois. Et donc cette loi a été abrogée, va être abrogée en projet. Donc les États-Unis sont un peu en train de faire une marche arrière de ce point de vue-là sur ça. Bon, on a évoqué un peu l'Amérique du Sud, mais avec la récente élection du nouveau président brésilien, les choses ne vont pas s'arranger du tout probablement, vu qu'il est ouvertement homophobe et transphobe, que l'avenir dans ces pays-là n'est pas forcément très radieux. Peut-être qu'il y a de l'espoir dans notre pays, j'imagine, j'espère. Non. En théorie, oui, en tout cas. En France? Ouais, si, je parle de la France là, parce que Macron a affiché dans son programme qu'il allait faire un terrain, qu'il était ouvert à ces trucs-là. Après, voilà, c'est des déclarations d'intention. Pour l'instant, c'est pas passé grand-chose. Et bon, on en a pas encore parlé, mais la loi qui facilite le changement d'état civil, bon, elle facilite pas ça partout, et elle n'est pas allée au bout de ce qu'on demandait. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouveaux gouvernements qui aient l'impression de s'en faire occuper. Donc jusqu'en 2016, pour changer son état civil quand on était une personne trans, ce qui est quand même un peu facilitant, vu que des fois on a soulevé sur trouver un emploi, un logement, etc. Du coup, pour changer son état civil, il fallait faire ça au tribunal et ramener des preuves médicales de l'irréversibilité du changement. Entendu, en fait, était devenu stérile suite aux chirurgies qu'on avait fait, donc on avait fait une chirurgie génitale. Mais du coup, d'après ce que j'ai compris, c'est débile parce que il n'y a pas forcément de changement de sexe quand on est transgenre. C'est ça, exactement. Les gens n'ont pas forcément avoir envie de faire ça. Alors, ils étaient en général, ce qu'on avait constaté, c'est que dans les tribunaux, ça passait à peu près si on était un homme trans, pas stérilisé,
ça passait. Ça pouvait passer en tout cas. Par contre, les femmes trans, c'était obligatoire d'être stérilisées. Bref. Et donc en 2016, la loi a changé finalement en séparant en fait le changement d'état civil en deux. Il y a d'un côté le changement de prénom qui maintenant se fait en mairie sur déclaration et avec constituer un dossier, mais où il n'y a pas de preuves médicales qui sont exigées. Donc, en gros, vous venir avec des attestations de proches. Si on a déjà fait changer son prénom, ce qui peut être possible par exemple sur les factures de téléphone, ce genre de choses, venir avec ces éléments-là. Et donc du coup c'est à la mairie et à l'officier d'état civil de modifier le prénom. Par contre le changement de la mention de sexe se fait toujours au tribunal, mais là normalement c'est pareil, on n'est plus censé demander des preuves médicales. Donc c'est quand même mieux. Cependant ça va pas jusqu'au bout de ce qu'on pourrait souhaiter. Nous, pour le prénom, en fait pour les deux, on voudrait juste que ce soit sur simple déclaration de la personne qui se ramène à la mairie et dit voilà, on change ça et ça sur ma carte d'identité parce que ça ne correspond pas à qui je suis. On n'y est pas encore. Et surtout le deuxième problème, c'est que la mise en application a été lente. Il y a des dysfonctionnements à beaucoup d'endroits, des mairies ou juste des gens transphobes qui font traîner des dossiers, ou juste ignorants qui sont là des fois, en fait je sais pas comment je dois faire, je sais pas si ça m'a décidé. Bon attendez, il faut qu'on voit avec le préfet, et voilà, le truc se traîne, comme une semaine pour être réglé. Donc voilà, on est un peu mitigé sur cette loi. Est-ce que ça fait longtemps qu'il y a de telles violences? Parce que j'imagine que déjà les gens avant ne faisaient pas forcément... Oui, c'est ça. Alors il y a déjà une chose qui est difficile, c'est que la définition de genre c'est quelque chose qui est profondément social, donc c'est lié à... le genre évolue en même temps que la société, et les rapports de la population aux définitions de genre évoluent en même temps que la société, et du coup c'est assez difficile d'évaluer statistiquement la population transgenre sur des échelles de temps très longues. Le terme de... La première fois que ça a été réellement abordé, en tout cas dans la société moderne entre guillemets, c'est aux alentours des années 1950. C'est la première fois que des psychiatres utilisent les termes de transsexualisme et transsexualité. Donc à l'époque, comme on disait tout à l'heure, on parle pas du tout de transgenre, on parle de transsexuel. Voilà. Qui depuis sont abandonnés parce qu'ils sont à la fois pathologisants, c'est-à-dire que c'est utilisé comme si c'était des maladies et que c'est bien précis. Voilà. Là, on est sur les premières mentions de la transidentité. Voilà. Un élément clé dans l'histoire des courants LGBT+, mais aussi y compris les personnes trans, donc, c'est les Stonewall Riots qui étaient à New York le 28 juin 69. Donc en fait à l'époque on est dans un contexte où les droits des personnes homo, les personnes trans, etc. Sont vraiment pas très faibles, en gros, très différents des personnes cisgenres et hétérosexuelles. On a par exemple très souvent des descentes de police dans les bars gays. Et donc c'est ce qui se passe là le 28 juin 69 à Stonewall Inn à New York. Il y a une descente de police particulièrement violente qui est effectuée. Et ça engendre des émeutes sur plusieurs jours, qui d'ailleurs ont place au Stonewall Riots de 69. Les prémices, on va dire, des Gay Pride actuels. C'est la première Gay Pride. C'est ça, en gros. Mais à la base, c'était plus une émeute que réellement une Gay Pride, mais c'est les années d'après, à partir de 70-72, que les vrais Pride, parce que gay c'est plus très inclusif, que les Gay Pride ont suivi. Et voilà, donc c'est au Stonewall Riots qu'on remonte ces événements-là. Et Stonewall Riots, ça a été mené en grande partie par des femmes trans noires, drag queens, etc., qui refusaient de se faire arrêter par la police pour qui elles étaient, en fait. Voilà. Du coup, c'est dur de pouvoir parler de vraiment transphobie ou de pouvoir démontrer les violences avant, par exemple, les années 50. Parce que on a souvent, jusqu'à cette époque-là, on confondait très facilement quelqu'un qui était, par exemple, une femme qu'on dirait trans, on pouvait l'appeler un travesti ou un homosexuel, et donc
c'est comment dire, quelqu'un qui aurait subi des violences avant qu'on puisse mettre des mots là-dessus, on rangerait plutôt dans une catégorie d'homophobie, de violence homophobe. C'est-à-dire que typiquement, je prends l'exemple des années 20, dans les freak shows, quand il y avait encore des freak shows, il y a des femmes à barbe. Et est-ce qu'on peut parler de personnes trans? Oui, non. Puis même le phénomène des drag queens. Les drag queens c'est quelque chose de plus ancien. C'est aujourd'hui c'est pas forcément c'est pas des personnes trans, mais ça dépend vraiment de l'époque et vu que c'est des concepts et des mots qui sont arrivés qu'après, c'est pas possible de mettre une définition avant, et on peut le ranger juste dans avant on parlerait juste de LGBT-phobie, des stickers envers les gens différents de ce point de vue-là. Et actuellement, est-ce qu'il y a encore des massacres un peu je sais pas. Typiquement, le meurtre de Vanessa Campos cet été, ça a été ça. C'est qu'en fait, en ce moment, moi, après ce que j'ai suivi avec les interventions des associations militantes contre la suite au meurtre qui ont fait les tout ça, c'était qu'en fait, en ce moment, il y a des milices qui s'autodésignent anti-travelo ou ce genre de choses qui traînent dans le bois de Boulogne à la recherche des travailleuses du sexe trans pour les tabasser, pour les assassiner. Donc malheureusement, j'ai envie de dire que oui, alors de manière moins institutionnelle, on verra peut-être pas aujourd'hui dans nos bars trans-friendly débarquer la police pour arrêter tout le monde, quoique. Mais par contre, oui, des milices d'extrême droite qui s'auto-organisent pour aller taper du PD, ces derniers temps c'était ça, cet été, et agresser les travailleuses du sexe, malheureusement. Et c'est le cas aussi au Brésil. Donc, le Brésil, c'est un pays où il y a une très forte population transgenre. Il y a beaucoup plus de personnes. La proportion de personnes trans au Brésil est plus importante qu'en France, aux États-Unis, etc. Et de nos jours, il y a vraiment, dans les dernières années, une grosse recrudescence encore des actes transphobes au Brésil. Et donc là, comme on disait tout à l'heure, avec la population, c'est ça. Ça craint de plus en plus, et il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent à quitter le Brésil tout simplement. Ça devient une question de survie. Je suppose que certaines personnes se font agresser et vont porter plainte. Est-ce qu'on peut... Alors, justement, souvent la plupart des gens vont pas porter plainte, mais par exemple une statistique qui date de 2013 en France et en Europe, c'est a priori moins de 4% des agressions transphobes ont fait l'objet de plaintes. Et 3 personnes sur 10 ont été victimes de violences ou de menaces au moins 3 fois dans le cours de l'année. Et donc c'est la plupart, on peut rapprocher ça aussi du harcèlement de rue que sur les femmes, c'est-à-dire que presque tout le monde en fait l'expérience. C'est vous demandez à n'importe qui, il y a eu des stats qui sont sortis récemment et il n'y a pas de plainte. Et c'est pareil pour ça, c'est-à-dire que c'est très difficile de porter plainte. Et en plus, il y a aussi un problème du point de vue de au sein de la police. Donc c'est un sujet qu'on évoque. Voilà. C'est un autre sujet, c'est que du point de vue de l'administration et de la police, on en parlait avec la mairie, on se retrouve face à quelqu'un de transphobe qui n'est pas informé. C'est encore plus compliqué, il faut expliquer son problème, ce qui s'est passé. Donc évidemment on a une image des faits violents, quand il y a le cas d'un assassinat ou une vraie film dans le commun, ce genre de choses. Là on entend un peu plus parler, là il y a une plainte, etc. Mais pour des actes de transphobie ordinaire, il n'y en a pas. Par exemple, donc là c'est pour des enfants trans, mais 80% des gens qui sont devenus trans après, mais 80% des trans ont été harcelés quand ils étaient à l'école. Et ça rentre dans le cadre de ces violences-là, mais juste une précision sur ces statistiques en particulier, c'est que c'est 80% des personnes qui
pendant leur scolarité étaient out en tant que d'accord. personnes trans se sont fait assurer. C'est juste, ça change absolument rien de propos. Une personne est out quand elle se déclare, Ouais. elle est identifiée comme trans, elle l'a dit, elle l'a révélé. L'institution policière rend très compliqué aussi de porter plainte quand on est victime de transphobie. On peut faire et tu le faisais d'ailleurs, le parallèle avec la misogynie et le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel. C'est ça, c'est oui, mais comment vous êtes liés, oui, mais en même temps, vous avez vu, voilà. Et c'est particulièrement le cas avec les travailleuses et les travailleurs du sexe. Forcément, enfin, la police, pour le coup, intervient extrêmement peu pour les violences des travailleurs du sexe, des travailleuses, qu'elles soient institutions encore plus. Ça paraît quand même assez aberrant comme statistique, je veux dire. Tant de violence, enfin, je veux bien que tout le monde se tape dessus. Mais pourquoi cette violence en particulier contre les personnes transgenres? Déjà, comme toutes les violences qui sont liées à une discrimination, là c'est différent, c'est des gens qui sont différents, donc il y a une peur de l'inconnu. C'est quelque chose qui va déranger une société patriarcale sur ce point de vue-là, c'est-à-dire que déjà on parle du sexisme, donc c'est-à-dire que le patriarcat crée une hiérarchie entre les genres. Donc la femme est sous l'homme en termes de ce point de vue-là. Et du coup, ça dérange cet aspect-là parce que une personne transgenre donc, qui ne répond pas à ces codes-là dérange ce système et pose problème. Et ça rentre tout simplement pas dans la norme et comment ce système est organisé. Mais ça, c'est fait consciemment ou pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, souvent la majorité des personnes qui ont ces constructions-là patriarcales qui sont internalisées en fait. Enfin, la plupart du temps, c'est pas j'oppresse les minorités parce que j'aime le patriarcat, mais c'est juste, c'est ce que disait Clément tout à l'heure, c'est le rejet de la différence, mais en gros, c'est une échelle en dessous, on va dire, de conscience. Il y a les constructions patriarcales. Et en plus, s'il y a la transidentité, le simple fait qu'on fasse une émission ici fait que c'est quelque chose qui est pas très connu et qui est assez peu. Les personnes trans sont assez invisibles. Il n'y a pas de représentation, que ce soit dans les médias, sauf pour en parler justement. Tiens, on va faire un reportage sur les trans, c'est comme ça. On n'a pas c'est pareil avec l'homosexualité, mais encore ça s'améliore de plus en plus. Mais Un petit peu. J'essaie de trouver des points positifs quand même. Les gens ne savent pas, ne connaissent pas, et forcément quand ils croisent ou ils voient quelqu'un de trans, ils se posent des questions, ils y sont pas habitués. Comme on disait, c'est un rejet de l'autre, et peut-être une peur aussi, ça questionne sa propre identité. Comme la plupart des problèmes de discrimination et de haine, ça vient de la peur de l'autre et de l'incompréhension de l'autre. C'est aussi bête que ça, mais si, c'est une peur des autres et une peur de la différence. Que peut-on faire pour lutter contre ces violences? Ou au moins essayer de les réduire? Il y a bien sûr tous les aspects militants, tous les côtés, quand il y a des manifestations, quand il y a des rassemblements, se pointer, pour montrer soit qu'on est une personne trans et qu'on existe, soit qu'on n'est pas une personne trans mais qu'on soutient les personnes trans et que les personnes trans sont des gens comme les autres et sont valides. Et sinon au quotidien, bien sûr, il y a se montrer le plus inclusif possible. Juste respectueux, avec n'importe qui. Oui, c'est un respect de base. On parlait tout à l'heure des questions sur les intimes, sur les parties génitales. On pose pas de questions à l'inconnu, c'est du respect de base. Et là, c'est juste que les personnes, c'est juste de considérer les personnes trans comme des personnes normales et que c'est le truc bête, mais si on ne sait pas comment la personne doit être appelée, quel qu'on veut utiliser. D'ailleurs, on appelle ça le mégenrage, donc on se trompe sur le genre de quelqu'un. Et ça peut arriver, et si ça arrive, juste on s'excuse et on fait comme si de rien n'était, et on fait oups, pardon. Et pas chercher des excuses, genre pardon, vous êtes une femme, mais en même temps vous avez une barre, quoi. Voilà, c'est juste ok, c'est bon, et on accepte ça, c'est du respect, c'est excuse-moi, et
tu continues ta vie normalement, c'est juste ça. Et... Oui, donc c'est ça en fait, c'est juste dans les tous les jours, se montrer supportif. C'est ça en français, supportif. Moi je le dis donc on le dit. Et oui, c'est ça, c'est relayer les informations qui existent sur cette condition-là. Et puis quand il y a des. Ça c'est une partie on va dire un peu difficile pour commencer, mais quand il y a des blagues. En fait c'est pareil que pour le sexisme, le racisme, l'homophobie, etc. Hein, s'il y a des blagues qui sont déplacées, il faut oser recadrer les choses et dire je suis désolé mais c'est pas respectueux et c'est pas quelque chose d'acceptable. Voilà. La transphobie c'est quelque chose où on voit pas des personnes trans tous les jours, donc peut-être qu'on se dit la transphobie, est-ce que c'est vraiment quelque chose, est-ce que c'est la lutte contre la transphobie, est-ce que c'est quelque chose de vraiment important? Oui, c'est quelque chose de vraiment important parce que finalement ça tue des gens. Donc, cette année ça a tué au moins 369 personnes. Et voilà, donc c'est forcément la transphobie c'est jamais anodin parce que une manifestation de transphobie on autorise dans le futur beaucoup plus. Donc finalement c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Et voilà. C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur comment se comporter, c'est juste faire gaffe à être inclusif, à être transphobe et voilà. Oui, c'est les bases de la politesse. C'est ça, voilà, c'est comme tout le monde. C'est la base. Eh bien, merci à vous trois d'avoir été là pour cette émission très instructive. Je précise qu'il y a des liens dans la description de cette émission pour, si vous voulez, plus de renseignements. Et à bientôt. Et merci à toi de nous avoir invités. Merci beaucoup.